Is life on this planet? Alors on va commencer par une petite citation quand même. Alors donc la photo là, il est peut-être reconnu, c'est Albert Einstein. Donc là c'est une photo que j'aime bien parce qu'il tire la langue. C'est pour montrer un peu le caractère un petit peu spécial, hein, mais ça n'empêche que ça a été vraiment un très grand physicien. Pas vraiment mathématicien, mais grand physicien. Comment? Oui, oui. Et puis comment aussi philosophe, hein, parce qu'il est très grand humaniste. Voilà. Donc là, c'est une entrée en matière, c'est deux petites citations. Il a fait énormément de citations, hein, parce qu'en tant qu'humaniste, voilà, donc là, il explique dans la première citation que la relativité, c'est quand même... mettre en pleine page. Non, ça c'est le rétro. C'est vrai, parce que moi je suis en 1366. Et puis là, par la force des choses. Voilà, donc on a fait la lire. Voilà, donc c'est une citation où il explique quand même l'importance de la relativité restreinte. Et on a déjà une explication un peu rapide. À quoi ça consiste. Ça me plaît bien, surtout la deuxième. Voilà. Là, je vois pourquoi j'étais sûre que Et maintenant, par rapport à la dernière réflexion, il faut savoir que lui, il faisait énormément d'expériences de pensée et souvent il pensait comme un gosse. Hein, il y a des gosses qui se disent pourquoi que quand un ascenseur monte, il se passe tel phénomène. Donc lui, il faisait pas mal d'expériences de pensée et c'est à partir de là qu'il essayait de répondre et qu'il trouvait qu'il était face à des problèmes souvent importants, hein, entre autres la relativité. Voilà, bon, maintenant, je me présente quand même, hein, moi je ne suis pas physicien, hein, je fais ça en tant que... Enfin, je suis informaticien, mais bon, on va essayer quand même de faire une soirée sur la relativité restreinte. Maintenant, peut-être que vous vous posez un peu la question pourquoi on fait ça au niveau du club. À ce moment-là, je répondrai dans le sens où l'astronomie, c'est quelque chose de passionnant. Bon, on est tous des passionnés d'astronomie. Mais néanmoins, comment la relativité restreinte va servir à comprendre la relativité générale. Bon, je n'en parlerai pas ce soir parce que ça prend déjà du temps. Et la relativité générale, c'est quand même à la base du fonctionnement de l'astronomie, de vraiment comprendre. Alors c'est sûr que quand on est passionné d'astronomie, on n'a pas forcément obligation de connaître cette branche-là, mais c'est un peu comme un gosse qui utilise une calculette sans connaître l'arithmétique. Hein, donc c'est un peu dommage. Hein. Donc moi c'est surtout, je ne vais pas rentrer dans les précisions, c'est simplement pour que vous soyez intéressés, puis peut-être que aller plus loin, essayer de comprendre à quoi ça consiste. Voilà. Donc, par contre, ce soir, on parlera uniquement de relativité restreinte. Hein. Alors, la différence entre la relativité générale, la relativité restreinte, c'est quelque chose qu'il a déposé, enfin qu'il a découvert et qu'il a déposé en 1905. Et par contre, il va s'apercevoir très rapidement que c'est pas complet. Il y a un problème dans la relativité restreinte, c'est on fait abstraction de l'accélération et de la gravité. Donc ça va lui poser un très gros problème et lui il va travailler encore pendant 10 ans et en 1915 il va déposer la relativité générale. Donc là on a quelque chose, on a un cadre vraiment complet qui va permettre vraiment de voir l'astronomie différemment. On va vraiment repartir sur des choses différentes. Alors donc ces deux dates à 1905, donc ça date quand même, hein, sachant que quand il a sorti la relativité générale, c'était quelque chose de tellement incroyable, parce que bon, on va voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre manière de penser l'astronomie, enfin même je veux dire de penser l'univers. Et donc par rapport à ça, les gens
ne vont pas croire vraiment à la relativité générale. C'est vraiment en 1950, dans les années 60, où on va commencer à s'intéresser vraiment, et ça va revenir sur le terrain, et là on va commencer à beaucoup l'utiliser dans les écoles, en maths on va faire beaucoup de modèles, enfin, etc. Et c'est là qu'on va vraiment avoir comme une explosion de cette théorie. Voilà. Alors, donc, là, comment on va parler de comment de notions avant de rentrer vraiment dans la relativité restreinte. On a besoin de petites notions. Alors, sur ces notions-là, je vais comment faire un petit peu d'histoire, parce que bon, ça sera plus marrant. Hein, si on s'en tient vraiment à la relativité elle-même, ça risque d'être un peu délicat. Donc oui, on s'est aperçu très rapidement que pour se déplacer ou pour repérer un point, comment il faut déterminer une longueur, une largeur, peu importe. Hein. Donc par exemple là j'ai un exemple, si je veux aller dans cette tour, il va me falloir plusieurs dimensions, il va me falloir me déplacer dans une dimension sur une ligne, mais aussi comme en verticale, en horizontale. Donc ça, à chaque fois, on appelle ça des dimensions, donc 2 dimensions. Par contre, il faudra une 3e dimension, c'est pour atteindre l'étage qu'il y a dans la tour, à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez tout sur le... Donc, il me faut bien 3 dimensions. À partir de 3 dimensions, je peux me repérer n'importe où dans l'espace. Donc Euclide s'est aperçu de ça de bonheur, parce qu'il a créé une géométrie à partir de ça. Et donc Euclide, pour la petite histoire, c'est 300 ans avant Jésus-Christ, ou 2300 ans à partir d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est quand même très très vieux. Hein. Malgré tout, on utilise toujours ce système-là. Ce système est toujours d'actualité. Alors, quand on regarde en bas à ce niveau-là, là c'est un système qu'on appelle orthonomé. Ah, ça vous avez tous vu à l'école, les x, y. Hein. Alors c'est vrai que quand on parle de dimension, hein, si vous prenez par exemple un point, si je bouge mon point sur une ligne, je vais obtenir une ligne et ça sera seulement une dimension. Quelqu'un qui se déplace le long d'une ligne, il se déplace, un train peut se déplacer que sur une dimension, sur cette ligne-là. Par contre, si je prends cette ligne et que je la déplace dans ce sens-là, à ce moment-là, je vais obtenir un plan. Donc avec les 2 dimensions, je pourrais obtenir le plan d'une feuille. Et après, si je fais une rotation de ma feuille, hein, donc j'en suis là, hein, si je fais une rotation de ma feuille, je vais obtenir à ce moment-là comment un prisme, et je pourrais dire que j'ai un modèle en 3 dimensions. Donc je retrouve bien les 3 dimensions, soit de déplacement ou de mon objet. On a encore une 4e dimension, c'est le temps. Si je donne là dans le dessin, c'est la tour de la Défense, enfin, c'est les tours de la Défense à Paris. Si je donne rendez-vous à quelqu'un, je vais pouvoir donner des coordonnées sur un GPS XY, enfin lui il donne des coordonnées différentes, mais c'est toujours un XY. Je vais lui dire que c'est au 4e étage, parce que si je suis au bon endroit, mais que je n'ai pas la 3e dimension, je ne le trouverai pas. Et il faut que je lui précise que c'est à 17h ou à 20h. Donc ça, c'est la 4e dimension de temps. D'ailleurs, c'est une dimension qui pose un problème, parce qu'en physique, souvent, les mathématiciens préfèrent dire que le temps n'existe pas. Mais bon, ça fait partie d'une autre conférence, hein, mais en tout cas, là, on va utiliser les 3, voire les 4 dimensions. Alors, donc, Euclide, par rapport à ça, va créer 5 postulats, et toute la géométrie repose uniquement sur 5 postulats. Alors la géométrie, bon, tout le monde connaît, hein, un triangle rectangle qu'on utilise avec Pythagore, un cercle, tout ça, ça c'est toute la géométrie d'Euclide, mais en réalité il n'y a que 5, quand je dis postulats, c'est des règles de base, hein. Il n'y a que 5 règles de base. Alors il y en a une qui est un peu différente, je dois l'avoir ici. Voilà, donc ça c'est le 5e postulat. Alors là, voilà, donc là, j'ai une ligne classique dans un système orthonomé que tout le monde, je vous rassure, on ne va pas faire des mots toute la soirée, mais ce postulat est quand même intéressant. J'ai une ligne, et ce 5e postulat dit que
un point extérieur à la ligne, hein, donc je vais mettre mon point. Voilà, donc là j'ai mon point extérieur à la ligne. Par ce point-là, je peux faire passer qu'une seule droite parallèle à cette ligne. Donc, effectivement, si comment je trace des droites, je peux en faire passer des tas, hein, on le voit. Tous ces droites-là, il n'y en a aucune qui est parallèle. La seule droite que je peux créer, c'est une parallèle. Bon, là, après, il existe plusieurs manières de créer une droite. Hein. Bon, là, ce n'est pas la manière la plus esthétique, mais je prends la côte avec une équerre pour être perpendiculaire et je peux tracer ma droite qui passe par le point. Donc, on est bien d'accord, il n'y a qu'une seule ligne. Alors, il y a 2300 ans en arrière, où les gens contestaient ce postulat, ils ont tous dit on va pouvoir le casser, c'est pas possible qu'il existe, il y a une manière de faire les choses différemment, et il y a énormément de mathématiciens qui ont essayé, et pendant plus de 2000 ans, on n'a pas réussi. C'est simplement aux alentours de un peu avant 1900, où il y a un mathématicien Riemann qui va construire une géométrie différente. C'est pour ça que j'en parle, parce que plus tard on parlera peut-être de la géométrie, de la relativité générale, et où on va parler d'une géométrie qui n'est pas plane, mais qui est courbe. Donc là, on peut faire passer plusieurs lignes parallèles par rapport à un point. Voilà. Donc c'est pour la petite histoire concernant ce postulat. Ça va, c'est pas... Vous me dites là si c'est un peu comment... Un peu compliqué. Comment? Mais bon, moi j'ai jamais été bonne en maths, hein, donc pour moi c'est C'est pas des maths, c'est du dessin. Et ni en géométrie, donc pour moi c'est un peu du chinois. Voilà, En plus, c'est pas en rythme. Voilà, alors donc après, donc là c'était pour introduire un petit peu ce problème-là, et là on va introduire autre chose qui est un espace inertiel ou galiléen, parce que ça c'est un terme qu'on utilise, je ne sais pas si on l'utilise souvent en astronomie, si vous dites un espace galiléen. Bon, en astrophysique pure, c'est un terme qu'on utilise, mais ce n'est pas forcément repris comment par les astronomes amateurs. Hein. Alors, Galiléen, je vais vous trouver un petit truc, une petite vidéo qui va nous aider à comprendre. Alors, quand on parle principe d'inertie, bon, l'inertie, je pense que tout le monde sait un petit peu ce que c'est. Voilà, là, j'ai un gros glaçon. Je ne vais pas le dire de Ricard qui va avec, mais j'ai un gros glaçon qui est posé derrière un camion. Et donc, comme on va avoir un petit peu d'eau entre le glaçon et le camion, on peut dire que c'est un contact quasiment sans frottement. Parce que quand je dis sans frottement, c'est pour faire simple. Hein. Donc si je démarre le camion, qu'est-ce qui va se passer logiquement? On va essayer. Le glaçon va tomber par terre. Il n'a pas touché? Il n'y avait pas de sang. Donc on voit qu'il a subi l'inertie du camion. Hein, donc dès l'instant que... donc ça veut dire qu'il y a une force qui retient le glaçon. Et le camion, quand il a démarré, il n'y a aucune force qui a pris le glaçon et qui l'a entraîné. Je peux avoir un phénomène un petit peu différent. Bon, là on va prendre un bus qui roule. Donc le glaçon est au-dessus du bus, donc ça ne pose pas de problème. Finalement, alors quelque chose quand même d'important dans le dessin là, c'est que le glaçon se trouve dans le même état que dans le dessin précédent, c'est-à-dire il fait partie du bus. On voit, il ne bouge pas. Avant, le glaçon, à la limite, il ne sait pas forcément que le bus avance. Par contre, si j'arrête le bus, ah oui, voilà, ça, tout le monde a deviné un petit peu comment... Il a vu Manille avant. Comment? Il a vu Manille avant. Il a vu Manille avant le camion. Surtout s'il y a une pente, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc on dit qu'on est dans un espace inertiel. Alors on parle d'espace inertiel parce que nous actuellement on est sur la Terre. La Terre tourne à 30 km/s et on ne le sait pas. Finalement, on se trouve dans l'état de glaçon.
sauf si la Terre freinerait brutalement, à ce moment-là, on ferait comme le glaçon, on serait tous entraînés. Donc finalement, ça veut dire qu'on n'a aucune possibilité de savoir qu'on tourne, tant qu'il n'y a pas de freinage ou d'accélération. Bon, la troisième petite vidéo, bon, elle peut porter à confusion. La balle, le cycliste tient une balle. S'il lâche la balle, qu'est-ce qui va se passer? La balle va tomber. Mais est-ce qu'elle va tomber en biais ou est-ce qu'elle va tomber perpendiculaire? Entre les deux. Elle va tomber Elle va faire une droit courbe. entre ces deux roues et puis il va se péter la tronche. Elle va faire une courbe. Alors Elle va faire une exponence. je fais tomber la balle. La balle, elle tombe droite. Ah, là, il dit droite entre Ouais, les mais deux ça, c'est pas roues. vrai. Elle peut Non se mais exponentielle. effectivement, mais dans la vidéo là, on fait abstraction de comment un objet de faire des expériences de pensée, hein, et on fait abstraction de l'air. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien qui. Donc la balle, si on fait la même expérience, par exemple sur la Lune ou sur Mars, il n'y a pas du tout d'air, et puis il y a un atome par mètre cube, hein, donc c'est pas ça qui va gêner. Donc on va vraiment avoir ces phénomènes-là. Bon, bien sûr, quand elle rencontre le sol. Bon, maintenant pour finaliser au niveau des espaces, hein, il existe plusieurs espaces. Alors celui-ci, bon ben là je ne vous l'apprends pas, celui-là vous le connaissez. Vous remarquerez que au centre on a un soleil, un soleil qui se prononce hélios en grec. Donc c'est pour ça qu'on appelle un système héliocentrique. Hein. Ça c'est une image que j'ai trouvée relativement sympa. Et c'est le fameux système héliocentrique de Copernic. Donc ça je pense que tout le monde connaît, hein, parce que vous êtes obligé de l'utiliser par la force des choses en astronomie. Bon. Il y en existe d'autres. Hein. Alors là, la particularité dans celui-ci, vous reconnaissez la Terre, avec apparemment les Indes. Oui. Si c'est les Indes, si c'est la Terre, on a affaire au système géocentrique de Ptolémée. Alors, dans le système héliocentrique, j'ai oublié de le préciser, on a le Soleil qui est le milieu du système orthonomé. Hein, on a les axes qui vont aller du centre du Soleil vers une étoile fixe. Et donc, à partir de là, on va pouvoir faire des mesures. Donc, les mesures, on va les faire en polaire. Hein. Bon, si je reviens sur une diapo précédente, voilà, sur celle-ci. Donc là, on a un système cartésien que tout le monde a appris à l'école, hein, X, Y, Z, les axes. Par contre, là, on a le même système en polaire. Donc, il faut savoir qu'un point que vous représentez sur ce système-là, on peut très facilement le représenter de la même manière dans le système polaire. On peut passer d'un système à un autre. Bon, c'est sûr qu'en astronomie, on va utiliser le système polaire parce que c'est beaucoup plus facile de donner un rayon avec un angle que de donner x, y dans l'espace. Mais si on le fait, c'est pas gênant du tout. Hein. C'est pas gênant du tout. Voilà. Donc, le système héliocentrique avec comme centre du système cartésien le Soleil, et là, le système de Ptolémée qui possède comme centre le centre de la Terre. Alors, en résumé, on a trois référentiels qu'on trouve couramment. Hein, donc, c'est l'héliocentrique pour les mouvements des planètes du système solaire, le géocentrique pour les satellites, hein, parce que donc Terre, tout simplement, la géographie. Voilà, ça c'est une extension, mais le mot géo en lui-même, ça veut dire tout simplement Terre. Hein. Au même titre que Hélios veut dire soleil. Bon, c'est intéressant de savoir quand même. Alors, on a également le système terrestre. Donc ça veut dire que le système terrestre est un peu le même que le système géocentrique, simplement qu'on ne sort pas de la Terre. On va l'utiliser pour prendre des points sur la Terre. C'est le cas de si je vais à Paris, je donne des coordonnées par rapport au centre de la Terre, hein, c'est-à-dire les méridiens,
longitude, etc. Par contre, quand je dis géocentrique, c'est plus pour donner la position d'un satellite. En réalité, c'est une extension du même système. Voilà. Alors là, dans ce qui est en jaune, hein, c'est quelque chose de relativement important, dans le sens que donc un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel un objet est isolé, sur lequel ne s'exerce aucune force. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes, actuellement on est sur la Terre et on ne subit aucune force. On n'a pas de force d'inertie, on ne subit aucune force. Donc à la limite, qu'on ne soit pas sur la Terre, mais sur quelque chose de fixe ou quelque chose en mouvement, si on ne subit aucune force, on ne le sait pas. Donc si je prends une extension de ce cas-là, par exemple, si je suis sur un bateau, bon, je prends souvent le cas du train, mais le train, on a le bruit des rails, donc c'est moins évident, mais si je suis sur un bateau qui avance et qui est sur une mer très calme, qui a une vitesse constante, bon, on va toujours parler de vitesse constante, hein, parce que dès l'instant qu'il y a une accélération, on se trouve dans le cas du glaçon qui tombe dans un sens, et puis si le bateau freine, et il tombe également devant. Donc en vitesse constante, si un marin qui est enfermé dans une cale, il n'a aucun moyen de savoir qu'il est dans le bateau. Enfin, que le bateau est à l'arrêt. Le bateau qui est du glaçon, c'est Britannique. Que le bateau est à l'arrêt, ou le bateau en mouvement. Et donc cette expérience, Galilée ne l'avait pas fait, bon, on dit souvent c'est Galilée, mais Galilée le savait très bien, mais il y a des gens qui ont fait l'expérience à l'époque, qui ont emmené dans une cale de bateau et par mer calme, ils ont fait des tests du style faire voler des oiseaux, faire tomber des objets. On l'a fait sous la Lune, hein, on a fait des tests aussi. Hein. Sur la Lune, on a fait tomber une plume et puis un marteau pour voir ce qui se passait. Bon, à la même époque, ils se posaient des questions de ce type-là et ils l'ont fait sur le bateau et il n'y a aucun moyen de le savoir. D'ailleurs, actuellement, on ne peut pas savoir, pourtant on va quand même à 30 km/s. Hein. 30 km/s, c'est quand même une vitesse qui n'est pas négligeable. Hein. Voilà. Donc. Mais ça vient aussi du fait qu'on n'a pas de repère sur les pieds pour voir qu'on avance. C'est une histoire visuelle aussi. Ben non, parce que même si tu as des repères sur les pieds, tu n'auras qu'un moyen d'avoir un repère qui te dit que tu avances. Parce que quand tu es dans un train, puis tu as un autre train à côté de toi, puis qui démarre, toi tu as l'impression de démarrer, mais en fait c'est pas toi qui démarre, c'est le train à côté. Puis toi tu as l'impression que tu bouges. Ouais, parce que c'est visuel. Oui, c'est visuel. Donc c'est vrai que c'est important. Comme là, on ne voit pas que la Terre avance de 30 km/s, mais tu vois qu'elle tourne parce que tu peux te voir les étoiles ou le soleil qui bouge. Donc là, ça donne une histoire de mouvement. Non, parce que dans l'histoire du train, si tu veux, d'ailleurs c'était une question bête que Einstein s'était posée. Dans l'histoire du train, tu vas avoir une vache. Ouais. Toi, tu la vois qui bouge, la vache. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire que j'étais avec ma femme, et puis on était dans le TGV, puis elle me dit comment il n'avance pas le TGV. Alors, je lui dis, regarde les vaches sur les côtés, je t'arrive à chouchou. Des milliers de mots, Et derrière, ça avance quand même. Alors, si tu veux, par contre, lui, il s'est posé la question de qui bouge. Est-ce que c'est la vache ou c'est moi dans le train? La question, il n'y a pas de réponse simple. La réponse est hyper compliquée à tel niveau que si tu avais un seul objet dans la Terre, un seul objet dans l'univers, par exemple, il n'y aurait que la Terre dans l'univers, on ne pourrait absolument pas dire qu'on bouge. Parce que pour que tu bouges, il faudrait un autre objet. Parce que tu bouges, tu bouges toujours par rapport à un autre objet. Donc s'il n'y a pas d'autre objet, en réalité, c'est pour ça que tu n'as aucun moyen de faire l'expérience. Bon, il y a quand je dis il n'y a aucun moyen, il y a quand même les pendules de Foucault, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Hein. Les pendules de Foucault, c'est simple en apparence, mais voilà. Alors donc les deux postulats de la relativité restreinte, hein, qu'on va voir ce soir, donc qu'au début, justement postulat, comment les lois de la physique ont les mêmes formes dans tous les référentiels inertiels. Donc ça veut dire, bon, nous on est dans un référentiel, quand je dis inertiel, bon, je reprends les termes qu'on a expliqués au départ, la Terre
Nous, on est dans un référentiel. Actuellement, on est à 30 km/s, mais on ne sait pas qu'on bouge. Par contre, le martien qui est sur Mars a exactement le même problème. Il subit les mêmes choses. Si lui fait des calculs, il va trouver des calculs différents parce que Mars tourne différemment, mais il pourra utiliser les mêmes calculs. Il va trouver des chiffres différents, mais à partir des mêmes calculs. Alors, bon, là en jaune, par exemple, j'ai souligné le mouvement rectiligne uniforme est comme rien pour l'observateur appartenant au référentiel mobile. Bon, ben là, ça revient à l'histoire de la vache. Hein. Et je vais dire, tu ne supportes pas d'inertie, donc ça correspond à comme rien. Hein. C'est un terme un peu barbare, mais qui est juste. Hein. Alors le second postulat, on ne va pas en parler tout de suite parce qu'il va formaliser l'interprétation des équations de Maxwell, c'est-à-dire que lui, il va voir mathématiquement il va mettre en application les phénomènes observables, lui, il les connaît parce qu'il les a déjà étudiés sous forme mathématique. Voilà, mais bon, d'ailleurs, par rapport à ça, on en arrive au fait que, à la dernière partie, hein, qui est également en jaune, l'espace-temps est homogène et isotrope. Ça c'est quelque chose en astronomie qu'on doit savoir. Hein. Ce qui veut dire que, les lois de l'univers sont partout exactement les mêmes. C'est-à-dire, nous, on subit la gravité de la Terre. Hein, on a un poids, hein, parce que le poids, c'est la masse qui est attirée sur la Terre. Et comment, si vous allez sur la Lune, qui est plus petite, vous allez subir un poids qui est différent, vous allez être 6 fois plus léger, mais le calcul est toujours le même. On fait toujours le même calcul. Hein, c'est pas parce que c'est la Lune que c'est différent. N'importe qui dans l'univers subit les mêmes lois. Ce qui veut dire que si je retrouve la Terre, bon, dans tous les milliards de planètes qui existent, il y a forcément une planète, un endroit qui doit être exactement comme la Terre en volume en tout cas, hein, et en masse. Et donc le poids des habitants, je ne pense pas qu'elle existe, mais s'ils habitent sur cette fameuse planète parallèle, ils subiront exactement la même attraction que nous. Hein, donc le terme l'espace-temps est homogène. Bon, ça c'est au niveau atomique, hein, partout on a la même quantité c'est homogène et isotrope, donc les mêmes lois mathématiques, la même physique pour tout le monde. Un bateau qui est en mouvement. Bon, à partir de là, c'est un peu une expérience de pensée, hein, tout ça, parce que, je veux dire, dans la relativité restreinte qu'on étudie ce soir, pour que les phénomènes existent, ça sous-entend qu'on atteint des vitesses assez élevées. Je veux dire, on va s'apercevoir qu'il y a des phénomènes un peu bizarres qui vont se passer, mais c'est clair qu'un bateau à 25 nœuds, il n'y aura pas les phénomènes. Donc ça veut dire, on fait l'expérience de penser que mon bateau, là, il a mis le turbo en route et il va peut-être à 100 000 km/s. Hein, donc c'est quand même pas mal. Il y a pas mal, ça frotte. Et donc là, c'est au-dessus, vous avez un petit point rouge là, hein, que tout le monde voit. Donc ça, c'est le galet de Galilée. Galilée, on comprenait vraiment ces choses-là, et pour les expliquer, il avait fait une expérience où il disait, si on monte sur un bateau, je mets un caillou au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il se posait la question. Dans la première diapo, soit le caillou tombe tout droit, malgré la vitesse, hein, parce que là, je vous rappelle qu'on a une vitesse où ça turbine quand même pas mal. Et donc, est-ce qu'il tombe en dehors du bateau? C'est la question qu'on se pose. Bon, il y a Einstein qui rigole parce qu'il y a longtemps qu'il avait la réponse, mais bon. Voilà. Donc, en fin de compte, bon, là, vous avez tous la réponse maintenant parce que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, le galet tombe donc perpendiculaire au bateau.
Donc il ne va pas tomber à côté, il tombe pas. Là encore, on fait abstraction de l'air, parce qu'il n'y a pas de pression, il y a l'atmosphère, il y a très peu d'atomes qui le ralentissent. Donc le caillou va vraiment tomber tout droit. Voilà, donc ça c'est une expérience. Bon, on s'en rend compte, de toute façon, si vous prenez même l'avion qui est quand même relativement rapide, si c'est un Boeing 727 ou un A380 qui va à 1000 km/h, bon, c'est une vitesse très très faible par rapport à la vitesse de la lumière, mais ça dépote quand même. Si vous buvez un coup, le liquide ne part pas dans tous les sens. Ça devient de moi. Voilà. Bon, maintenant, c'est uniquement quand l'avion est à vitesse constante. Donc, dès l'instant que l'avion va passer dans des turbulences, là, le café, il suit les turbulences. Donc là, on est dans le phénomène du glaçon tout à l'heure, où il va subir des accélérations, des freinages. Exactement. Voilà donc pour ce galet, donc il tombe parfaitement perpendiculaire. Alors, bon là on pose la même expérience, sauf que là je réponds que l'expérience montre que la pierre tombe au pied du mât, comme si le bateau est arrêté. Donc, dans le cas de la pierre, elle est un petit peu dans le cas du marin qui est dans la cale. Elle n'a aucun moyen de savoir que le bateau est en mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme, donc elle tombe perpendiculaire. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une expérience qui avait été faite, je ne sais pas si vous regardez, Incroyable Expérience, à la télé avec Jamie, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission, qui était pas mal. Alors à un moment donné, ils ont fait une expérience, d'ailleurs c'est dommage parce que cette expérience, j'ai vraiment fouillé sur le net pour essayer de la retrouver, puis je voulais vous l'amener, mais les gens n'ont pas flashé dessus. Pratiquement on retrouve toutes les expériences sur celle-là. Je suis désolé, bon, je vais essayer de vous l'expliquer. Il y a une camionnette qui roule à 100 km/h en vitesse constante, et dessus ils ont mis un appareil qui lance des javelons. Ah oui, Voilà, ou un tir à l'arc. Et donc, ils embarquent l'appareil sur la camionnette. Donc, l'ensemble se déplace à 100 km à vitesse constante. Et ils ont réglé l'appareil qui tire des flèches. Ils l'ont réglé pour que la flèche, elle parte à 100 km/h. Bon, pendant un moment, parce que forcément, après, elle va subir l'air, elle va tomber. Mais pendant un certain temps, d'ailleurs, qui est de l'ordre de 3-4 secondes, elle va rester à sa vitesse constante de 100 km/h. Et ils ont réglé le javelot dans le sens opposé de la camionnette. Donc on a la camionnette qui va dans ce sens-là, on a la flèche qui va dans ce sens-là, et pour quelqu'un qui est sur le talus et qui regarde le phénomène, à un moment donné, quand il lâche le javelot, il se trouve à tel endroit sur la route, donc on peut se mettre à cet endroit-là puis regarder parfaitement la flèche, et donc là on voit une flèche qui est à l'arrêt, mais qui est à 100 km/h. Mais elle est à l'arrêt. Elle tombe exactement Voilà, tout à fait. C'est les sommes vectorielles qui s'annulent en fait. Voilà, donc elle, si vous voulez, elle se déplace. Alors dans l'expérience là, on en revient au fait qu'on a un système galiléen, comme nous on est entraîné à 30 km/s actuellement. Et donc nous on est entraîné à 30 km/h par rapport à la Terre, mais supposons que la Terre serait posée sur quelque chose qui va à 30 km/h dans l'autre sens. Donc nous, la boule se déplacera à 30 km/s, mais comme elle serait sur un support qui lui se déplace à 30 km/s dans l'autre sens, si je regarde, en fin de compte, pour quelqu'un qui serait sur Mars, par exemple, qui regarderait le phénomène, on ne verrait pas bouger. C'est tout simple. Si vous allez à cette vitesse-là et la même vitesse mais vous déplacez quand même à 30 km/s. Alors, c'est bon, il n'y a pas de question par rapport à ça. Bon, c'est vrai que l'histoire de la flèche, j'ai trouvé ça super sympa. Du fait que de voir une flèche à 100 km/h à l'arrêt, le gars avait poussé un petit peu l'expérience à fond, c'était vraiment intéressant. Donc, pour rebondir sur les vitesses vectorielles, si par exemple, alors je peux avoir le phénomène inverse, si je suis dans le train
dans le TGV qui se déplace à 100 km/h et moi je cours à l'avant du train, je veux dire, au moment où j'ai démarré à un point précis, j'étais à 100 km/h, mais moi je cours dans le train à 5 km/h, donc j'aurais parcouru 105 km. En supposant que le train fait 5 km, s'il a démarré la tête à un repère, et qui va à Lille, on va prendre le dessin tout à l'heure, qui va à Lille et qui s'arrête la queue après le repère et qui a 100 km juste, moi pendant ces 100 km, j'aurais fait les 5 km du train. Donc j'aurais fait 105 km. Il y a une limite. Donc tu seras arrivé plus tôt. Oui, Je serais arrivé plus tôt, effectivement. il y a une limite. D'accord. Si le train roule à 299 999 km/h et que tu marches dans le train à 2 km, à quelle vitesse tu vas? Ben là, je dirais c'est négligeable parce que la vitesse là. C'est pas négligeable en fait. Tu ne peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Le train va 1 km/h moins, ou 1 km seconde moins vite que la lumière, et toi tu vas 2 km Ah oui. seconde plus vite que le train. Là, t'as un poids qui devient infini. T'as un point où, de toute façon, tes vitesses ne descendent plus. Ou ça ne change plus. On passe si pas elles le sont mur de la correctes, lumière. elles Tu descendent. deviens une lumière, tu deviens enfin intelligent. Ouais, ça c'est. J'avais vu Un grand bond. J'ai vu le problème, c'est si la navette elle va à 300 000 km/s, est-ce que les phares sont allumés ou éteints? Ça fait. Mais alors, pour revenir à ta vitesse de la voiture avec ton archer, si tu tires dans le même sens, Elle va 200 tu vois la flèche avant qu'elle soit partie. Ben, là, si tu tires dans le même sens, tu la vois passer à 200 km/h. Parce que c'est simplement une addition vectorielle. Donc, comment elle fait partie du référentiel camion. Parce qu'au départ, le gars, il a embarqué le système sur le camion. Donc, ce référentiel-là, il se déplace à 100 km/h. C'est comme nous, actuellement, on se déplace à 30 km/s. Donc, il se déplace à 100 km/h. Mais depuis ce référentiel-là, tu envoies une flèche qui, elle, va à 100 km/h. Donc, pour le gars qui est à l'extérieur, lui, il voit quelque chose qui passe à 100 km/h, mais par rapport à cette chose-là, il y a une chose qui va à 100 km/h. Donc, tu additionnes tout simplement les vitesses. Donc, ça fait 200 km/h. par rapport au sol. Par rapport au sol. Voilà, par rapport à une vache qui serait. Un point fixe, donc sur une vitesse, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est comme un vecteur, il a une origine et une résultat. Voilà. Une vitesse, c'est pareil. C'est une origine. Comme le repas, il a l'apéro et les études. Exactement. Donc, d'ailleurs, dans ces notions-là, hein, on parle déjà de notions relatives. Parce que si on parle par exemple du camion ou du marin, on va dire que c'est par rapport au bateau. Donc c'est une vitesse qui est relative au bateau. Elle n'est pas relative au gars qui est sur la plage et puis qui regarde passer le bateau. Hein. Donc ça, la notion de relative est un petit peu nouvelle hein, parce que on va voir avec Newton par exemple, lui parlait souvent de valeurs absolues. Par exemple, pour lui, le temps, c'était une valeur absolue qui s'écoule hein, partout dans l'univers. Si j'ai mis ma montre à 12 heures, ben, l'autre côté de l'univers, il est 12 heures aussi. Donc là, on parle déjà de relatif, parce qu'on est d'ailleurs, on le voit, parce que par rapport aux questions, on se pose la question, est-ce qu'on parle du marin sur les bateaux, ou on parle du train par rapport au gars qui est sur la berge, etc. Donc, si on veut en parler, on est obligé toujours de dire par rapport à quoi. Voilà, ça c'est évident. Voilà. Alors, donc donc maintenant on a fait un petit peu le tour sur ce qui était un référentiel, un petit peu les vitesses inertielles, tout ça. Donc on va rentrer un petit peu dans le propre de la relativité. Et on va commencer à parler d'une expérience qui a été faite à l'époque, il y en a qui disent que c'est l'expérience la plus importante qui a été faite de toutes les expériences, une des plus fascinantes de l'histoire de la physique. Hein. Donc c'est Michelson et Morley, donc c'est les deux personnes qui ont fait cette expérience, vont reprendre l'expérience de Galilée. Donc quand je dis l'expérience de Galilée, c'est la pierre qui tombe du mât, hein. Mais eux veulent reprendre cette expérience, mais par rapport à la lumière.
ils se sont dit, on va mesurer la lumière. Seulement, il faut penser qu'à cette époque-là, les gens pensaient que dans l'univers, on avait l'éther. Alors, qu'est-ce que c'est l'éther? C'est une matière qu'on n'était pas vraiment capable de définir. Hein. Il y a même des mathématiciens qui n'aimaient pas trop dire que l'espace était composé d'éther. Mais ceux qui n'étaient pas tellement d'accord avec ça disaient on l'utilise quand même, c'est bien pratique pour les équations, on tombe juste, etc. Alors pourquoi l'éther? Les gens pensaient que la lumière c'était une onde électromagnétique, non pas une onde quelconque, hein, la lumière est une onde, et donc à partir de là, quand on observe et qu'on sait à l'époque ce que c'était une onde, hein, un cas d'une onde, qu'aujourd'hui on fait le distinguo, parce qu'on va appeler ça une onde mécanique, c'est si je prends un caillou et je le jette dans l'eau, j'ai des vagues. Donc ça c'est des ondes, mais si je jette mon caillou dans l'eau, dans la mare et qu'il n'y a pas d'eau, je n'aurai pas de vagues. Donc il est évident que c'est l'eau qui transporte les vagues. Donc dans toute forme d'onde, à l'époque, on pensait qu'il fallait quelque chose pour transporter un support. Sans support. Ils ont inventé l'éther pour la lumière. Voilà. Donc, alors, un exemple quand même qui est important en astronomie encore, c'est par exemple le cas du son. Le son, quand je parle, finalement, je fais des vibrations dans l'air, et c'est grâce à ces vibrations, c'est l'air qui va servir de support, et c'est l'air qui amène le son. Donc, dans l'espace, d'ailleurs, quand vous voyez un film de science-fiction, et on entend tout le temps du bruit. Que vous voyez un vaisseau qui se crache sur un autre, que vous entendez un vaisseau qui se crache, c'est pas possible. Parce que dans l'espace, vous ne pouvez absolument pas entendre de son. Hein. Ça, c'est clair, du fait qu'il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de support du son. Donc, ça pose un problème, hein, parce que ça on le savait très bien, donc ça pose un problème avec la lumière, parce que la lumière, comment elle fait, où est le support? Personne n'était capable de dire où est le support. Donc le support, comme on ne le connaissait pas, on avait inventé l'éther, et on se disait, la lumière, elle se déplace grâce à l'éther. S'il n'y avait pas d'éther, elle ne pourrait pas se déplacer. Alors donc, Michelson et Morley, eux, ils vont faire une expérience pour essayer de mettre ça en évidence. Donc l'expérience, ça va être avec un système optique, hein, parce que comme là on est dans des vitesses, c'est quand même assez importante. Hein. Alors l'expérience, elle part de ce système-là que j'ai schématisé. Hein. Donc si vous voulez, eux, ils vont mettre une source lumineuse, ici. Mais peut-être avant, je vais vous parler de comment des phénomènes en lumière. Là, on a une lampe, hein, je ne sais pas si vous la voyez. C'est un miroir semi-réfléchissant. Alors, le miroir semi-réfléchissant, c'est tout simplement un miroir qui va laisser passer la moitié de la lumière à travers, et puis vous allez avoir l'autre moitié qui va être réfléchie. Donc, une partie absorbée, une partie réfléchie. Alors, pourquoi ce phénomène-là? Bon, ce phénomène-là, il est simple à expliquer. Aujourd'hui, hein, je reviens à notre époque, parce qu'à l'époque, il ne le savait pas forcément. Aujourd'hui, on sait que la lumière, c'est une onde, mais c'est également des grains de lumière, hein, qu'on appelle des photons. Donc les photons, en réalité, dans le système atomique, c'est ce qu'on appelle des bosons, parce qu'ils n'ont pas de masse. Enfin, de dire qu'ils n'ont pas de masse, c'est pas juste. Il vaut mieux dire qu'ils ont une masse quasiment nulle, hein, parce qu'on n'en est pas tout à fait sûr, donc on dit quasiment nulle. Donc ces petits grains de lumière qui ressemblent à ces petits bosons qui ressemblent à des sphères, ils ont ce qu'on appelle un spin. Bon, le spin, c'est une notion compliquée, mais qu'on peut simplifier dans le sens où ils ont une orientation. D'ailleurs, on dit boson parce que l'orientation, elle est de 1 ou elle est de moins 1. Donc ils sont orientés dans un sens, dans 1 ou dans l'autre sens, moins 1. C'est simple à comprendre. Et donc, quand ils sont dans le sens 1, ils vont traverser certains milieux. Et celui qui est dans le sens moins 1, eh ben, il ne va pas traverser le milieu, il va rebondir, tout simplement. Donc, quand il rentre, quand il traverse une lame de verre, hein, on aura ce phénomène-là. Alors, ce phénomène-là, vous pouvez le voir tout le temps, vous l'avez peut-être vu souvent, mais vous ne l'avez peut-être pas remarqué.
Si vous êtes, par exemple, dans une maison, vous avez un éclairage important derrière vous, et vous regardez par la fenêtre. Donc la lumière qui est derrière vous va éclairer le jardinet. Par exemple, si vous avez un petit jardin, elle va éclairer un peu le noir, on va dire, devant la maison. Par contre, vous allez voir également votre tête dans la vitre. Vous avez déjà vu ce phénomène-là. Donc tout simplement, les petits photos qui sont passés à travers la lumière et qui ont été éclairés le jardin, donc ceux-là sont les bosons de type 1, et puis ceux qui ont réfléchi contre la vitre et puis qui vous renvoient votre image à vous sont de type moins 1. Donc, et en plus de la lumière, ça tombe bien parce qu'elle est composée à 50% de bosons 1 et bosons moins 1, 50%. Alors là, ça va être vraiment super bien pour l'expérience. Donc là, vous avez à ce niveau-là une source lumineuse, ici. Vous la voyez? Donc une source lumineuse, peu importe, à l'époque c'était une lumière forte. Et donc là, on a représenté la source lumineuse avec deux traits. Donc vous avez le trait rouge et vous avez le trait bleu. Donc le trait rouge, c'est les petits photons qui sont des bosons moins 1 qui vont taper sur le miroir et qui vont remonter. Et les bleus, qui sont les semi-réfléchissants, eux vont aller tout droit. Donc si je prends dans un premier temps le trajet en rouge, je vais faire ça, je vais partir, je vais monter et je vais redescendre. Et si je prends le trajet en bleu, je vais partir, je vais aller tout droit, je vais revenir et je vais redescendre. Donc, on a les deux mêmes trajets, finalement. Donc, ils avaient trouvé ça, on a les deux mêmes trajets. Par contre, pour le rouge, comme il est dans le sens vertical, il ne subit pas la vitesse de la Terre. Je prends un exemple. Par exemple, si je suis sur l'équateur, je me déplace à 30 km/s actuellement. Supposons que sur l'équateur, je sois dans ma Ferrari qui va à 300 km/h, et dans le sens de rotation de la Terre, je vais me déplacer de 30 km/s plus la vitesse de la Ferrari. Par contre, si je monte au nord, je vais toujours me déplacer à 30 secondes. Parce que la Terre se déplace toujours à 30 secondes, mais comme je suis sur la même ligne, je n'additionne pas les vitesses. Donc, dans l'expérience là, c'est ce qui se passe. En rouge, je vais nord-sud, donc je n'additionne pas les vitesses. Par contre, pour le trajet bleu, j'additionne bien les vitesses. Donc, je devrais retrouver la vitesse de la Terre ajoutée. C'est bon, tout le monde voit? Non, tu veux que je prenne un petit coup cette histoire-là? Voilà, donc j'aurais dormi une petite sphère, mais bon, si je prends la Terre, je te rassure, elle n'est pas cylindrique, mais j'ai pas le choix, et elle se déplace comme ça, la Terre, on est bien d'accord. Donc si toi tu prends, donc là on sait qu'elle se déplace peut-être à 1 mètre seconde, si j'ai une petite fourmi qui est, qui est posée ici, et puis qui elle se déplace, si je fais un tour complet, là j'ai fait un tour complet, entre-temps ma petite fourmi elle se déplace, quand j'ai fait mon tour complet, elle se sera déplacée plus ça, parce qu'elle ne sait pas qu'elle se déplace. Donc elle aura fait ça en plus. Par contre, si ma fourmi se déplace en montant, et puis que moi j'ai fait un tour complet, quand j'aurai fait mon tour complet, ma fourmi je vais la trouver plus haute, mais par rapport à la Terre, elle n'aura pas fait, je n'aurais pas additionné les vitesses, parce qu'elle est dans le mauvais sens. Et donc c'est après tu mesures les vitesses, donc je devrais avoir cette vitesse qui s'est ajoutée, et puis dans l'autre cas elle ne s'est pas ajoutée. Et donc comme ça va permettre de savoir. Donc ils ont fait leur expérience, et suite à l'expérience, il faut savoir que dans cette expérience-là, on n'est pas capable de mesurer la vitesse de la lumière. On savait déjà à l'époque à peu près qu'on était aux alentours de 300 000 km/s. On n'était pas capable de la mesurer, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mesure de déphasage. Voilà, une mesure de déphasage, bon, c'est un peu dur à expliquer, mais si je prends un oscilloscope, si vous voulez,
l'onde rouge, enfin le chemin rouge, je vais le retrouver sur une onde, par exemple celle-ci, et puis le chemin bleu, je vais le retrouver sur une autre onde. Et là, on voit qu'ils ne sont pas superposés. Donc forcément, s'ils ne sont pas superposés, même si je ne connais pas les vitesses, je sais qu'il y a une différence de vitesse. Voilà. Donc, alors à l'époque, ils ne possédaient pas ce type d'appareil, hein, celui-là il est assez récent. Eux, ils possédaient ce type d'appareil, c'est par interférométrie, c'est un appareil optique, et les franges, ça s'appelle comme ça, les franges, elles ne sont pas déphasées. Elles ne sont pas déphasées, ils obtiennent la même vitesse, on va dire pour la petite fourmi qui monte ou qui va dans ce sens-là, ça veut dire qu'elle va toujours à la même vitesse. Alors là, ils ont commencé à se gratter la tête. Hein. Alors énormément de gens ont refait l'expérience hein, sur un arbre, avec un système beaucoup plus gros, etc. Et à chaque fois plus précis, mais à chaque fois on trouvait qu'il n'y avait pas de différence de vitesse. La vitesse de la Terre ne s'additionnait pas, hein, comme elle aurait dû le faire avec l'ITER. Alors là, ça pose le problème, soit Copernic nous a raconté des histoires et la Terre ne tournait pas. Donc si la Terre ne tournait pas, ben à ce moment-là, ça serait juste, parce qu'on n'additionnerait pas le mouvement de la Terre, comme elle est fixe. Mais bon, ça c'est un peu gros à avaler. Et donc, bon, il y a d'autres phénomènes expliquables, mais tout aussi gros à avaler. Et il y a un autre phénomène, le seul possible, c'est que l'éther n'existe pas et que la vitesse va toujours à la même que la lumière va toujours à la même vitesse. Donc pour faire court, hein, on va rester à l'époque, on va rester là-dessus. Hein, après, on va faire d'autres expériences et à partir de ce moment-là, on sait que la lumière va toujours à la même vitesse. Donc ce qui veut dire que si vous êtes dans le train, que vous allumez une lampe torche, que vous éclairez le fond du train, c'est-à-dire vous êtes dans la vitesse opposée du train, et puis que vous mesurez les petits photons qui partent de la lampe torche, eux, ils vont toujours à 300 000 km/s. Que vous éclairez dans le sens du train, dans l'autre sens, dans n'importe quel sens, ils vont toujours à 300 000 km/s. D'ailleurs, Einstein s'était posé la question, parce que lui, comme j'ai dit, il faisait souvent des expériences de pensée. Si je suis assis sur un rayon de lumière et que je me déplace à côté d'un autre rayon de lumière, est-ce qu'il est fixe? Et il s'est dit, c'est pas possible que la lumière soit fixe. Donc il est parti un petit peu là-dessus, hein, où vraiment ça l'intriguait. Et donc à partir de là, il a fait énormément de travaux de ce type-là. Voilà, donc bon là je résume parce que mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Alors, donc en réalité la lumière peut se comporter comme une onde, hein. Elle n'a pas besoin d'éther pour se propager, ni de quoi que ce soit d'autre. Alors donc ça, si vous voulez, c'était un postulat un petit peu difficile à avaler, parce que tout à l'heure on a parlé des ondes sur l'eau, quand vous jetez un caillou, hein. Donc on sait qu'on a besoin de l'eau, hein, c'est le fameux support que tu disais. On sait que si on parle du son, qu'il a besoin de l'air, alors de dire aux gens, c'est une onde, mais elle n'a pas besoin de support. Elle se déplace, donc ça semble un peu magique. Hein. Tout le monde posait la question, hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu énormément de travaux, il y a eu énormément de physiciens qui remettaient ça en cause. On parlait beaucoup de ce problème-là, et ça, c'était un petit peu gros, mais je vous rassure, hein, aujourd'hui, on a fait des tas d'expériences, et là, il n'y a plus de doute là-dessus. Hein. Alors, donc ça, c'est le postulat le plus important, la relativité restreinte de ce soir. Hein. Et puis donc, c'est dans l'histoire de la physique une des plus importantes et une des plus célèbres expériences. Hein. D'ailleurs, Michelson a eu un prix Nobel. D'ailleurs, pour revenir par rapport à ça, Einstein, par rapport à la relativité générale, qui a remis en cause complètement la manière de penser, n'a pas eu de prix Nobel. Einstein a eu un prix Nobel pour le laser, des choses comme ça, mais par rapport à la relativité, il n'a eu aucun prix Nobel. Ça rebondit un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où les gens n'y croyaient pas. Mathématiquement, c'était bon, mais les gens n'y croyaient pas.
Voilà, donc là on en est au point où la lumière va toujours à la même vitesse. Alors poursuivons. Là, effectivement, je fais une petite aparté dans le sens comment souvent, donc à partir de là, quand on a dit comment les ondes peuvent se déplacer sans l'éther, on s'est posé la question, est-ce que les ondes c'est des grains de lumière, ou est-ce que c'est, enfin la lumière, est-ce que c'est des grains, des photons, ou est-ce que c'est une onde? Les gens se battaient toujours sur ce fait-là. Donc Einstein partait du point de vue que la lumière est faite de grains d'énergie, donc les photons, et à l'époque, on avait des gens comme Young, Fresnel, Faraday et Maxwell, eux qui partaient du principe que c'était une onde. Mais les deux points de vue sont justes. Aujourd'hui, on utilise toujours les deux points de vue. La lumière est faite de photons, mais elle se comporte comme une onde. Donc, qu'on dise que la lumière, qu'on parle d'un postulat ou d'un autre, les deux sont justes, et c'est ce qu'on a généralisé par aujourd'hui, par le fait de dire, c'est ce que Bohr a appelé à l'époque le principe de complémentarité, parce que les deux théories se complètent. Voilà. Donc ça c'est un petit photon, je ne sais pas si ça ressemble à ça. Mais voilà. Alors donc on va reprendre l'expérience de Galilée, mais maintenant on va procéder un petit peu différemment. Le marin il va monter au-dessus du mât avec sa lampe torche. Oui, peut-être qu'il est dans la nuit parce que ça serait... Là, il va falloir pousser l'expérience de penser un peu plus loin parce que le bateau va à 100 km/s, il n'est pas gêné par le vent, etc. On est dans la nuit et le marin éclaire avec sa lampe torche verticalement. Donc maintenant on sait, bon, je ne vous pose plus la question si la lumière arrive verticalement ou pas, hein, on sait qu'avec le galet ça tombait verticalement, donc ça se passe pareil pour les photons. Voilà. Donc, à partir de là, si on a une personne sur le bord qui n'est pas dans le bateau, le marin, c'est clair que lui, quand il éclaire avec sa lampe torche, il voit un rayon qui est tout droit. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça tout le monde l'a fait. Hein, si vous baladez dans le TGV avec votre lampe torche, vous ne voyez pas le rayon qui est courbé, etc. Par contre, si vous baladez avec votre lampe torche dans le TGV et qu'il y a une vache qui vous voit passer, elle va, s'il va très vite, elle ne va pas avoir le rayon droit, hein, parce qu'à partir du moment où elle regarde, le train il a parcouru, donc le rayon, même s'il est droit, pour quelqu'un qui est à l'extérieur, il va bien avoir un triangle. Est-ce que tout le monde, ça c'est important, est-ce que tout le monde est un peu d'accord là-dessus? C'est bon, il n'y a pas de... C'est le même principe que quand tu photographies une circulation de nuit où tu vois les... Voilà. Tu vois plus la voiture, mais tu vois le déplacement... Voilà. Par contre, par contre, ce qui serait intéressant, c'est de photographier, par exemple, un gars qui éclairerait avec sa lampe torche en face de toi et qui se déplace. Donc... on peut y mettre une lumière sur la tête, au bout du palais, c'est mieux. Voilà, et tu le pousses un coup. Alors donc, on voit, donc le gars qui est sur la plage, il va avoir, en jaune c'est la lumière, hein, et en rouge c'est le déplacement. Donc il va avoir le rayon qui tombe parce qu'on se déplace. Et le bateau va se déplacer. Donc, dans l'expérience-là, la lumière remplace la pierre la lumière remplace la pierre de Galilée, hein, c'est pas Michelson. Michelson, j'ai utilisé de pierre. Alors, mais si vous regardez bien dans l'expérience que je viens de dire, et comment le bateau s'est déplacé d'une certaine longueur. Mais là, si je mesure, je reviens dessus, hein. Si je mesure le trait qui est jaune, par rapport au trait qui est rouge, le trait qui est jaune, il est plus long. Il n'y a aucune confusion, hein, c'est pas la peine de faire de calcul, on voit qu'il est plus long. Tout le monde est d'accord avec ça. Là, il est plus long.
Alors, donc là, alors qu'est-ce qu'on met sur le... Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc la lumière va parcourir toute la hauteur du mât pour arriver en bas. Pour l'observateur de la plage qui voit se déplacer le bateau, la lumière parcourt une distance plus grande. On est bien d'accord, parce qu'elle a parcouru cette distance-là, et en bas, on a parcouru la distance en rouge qui est plus courte. Donc, ce qui veut dire qu'elle a parcouru une distance qui est plus grande. Tout le monde est d'accord avec ça? Par contre, là, on a un gros problème. On a un gros problème. Parce que si la lumière a parcouru une distance plus longue dans le même temps, et que la vitesse de la lumière est constante, c'est qu'il lui fallait plus de temps. Est-ce que tout le monde pige ce que je veux dire? Ah, si. Elle est à 300 000 km/s. On voit qu'elle a parcouru une distance qui est plus longue. Donc, s'il lui fallait, on va dire, 4 secondes pour faire le déplacement en rouge, elle a fait un déplacement de 5 secondes, en fin de compte. C'est bon. Hein? Par contre, donc, si elle a fait un déplacement de 5 secondes, ça veut dire que dans le même temps, elle possédait plus de temps. C'est vrai, c'est là que ça se gâte un peu. Bah oui. Donc. Ah oui, puisque pour la même vitesse. Pour la même vitesse. Elle fait une plus grande longueur. Donc forcément, il faut plus de temps. Soit elle a plus de temps. Voilà, soit elle va plus vite ou soit elle a plus de temps. Mais comme elle ne va pas plus vite, donc on lui a donné plus de temps. La vitesse est définie comme finie. Voilà, comme le temps n'est pas défini, donc elle a plus de temps. Donc elle a plus de variable n'est plus possible. Donc on n'a plus de problème. Ah ben, si tu dis qu'elle avait plus de temps, effectivement, on a plus de temps. Sauf que le bateau, il a toujours le même temps. Ah ben, là, dans tout ce que je dis, on est sur des vitesses constantes. Hein. Donc il n'y a pas d'accélération, on est sur des vitesses constantes. Alors, bon là c'est un petit peu technique parce que bon, je suis quand même obligé de mettre un minimum de... C'est la seule formule que vous aurez. V égale D sur T, bon ça tout le monde la connaît parce que si je dis comment je vais à Paris, enfin on la connaît, ça la connaît, mais si je dis je vais à Paris et je vais faire 500 km et je vais mettre 5 heures, instinctivement je vais faire 500 divisé par 5 et puis je vais tomber sur 100 km/h. Hein, donc c'est la formule V égale DT. Voilà, tout simplement. Donc déjà ça c'est donc ce qu'on vient de dire avant. Si elle possède plus de temps, ça entraîne un gros problème dans la formule de la vitesse. Donc là, j'ai rectifié parce qu'on dit toujours de 300 000 km/s. Hein, donc, voilà, 794. Hein, donc, dans le vide, il y a 4 degrés. Voilà, oui, là c'est dans le vide, hein, en l'occurrence. Hein. Et à 4 degrés. Et voilà, il faut tenir compte de tous les paramètres. Plus lente à 20 degrés C, c'est-à-dire à 295 degrés, elle est 20 km plus long. Voilà, là c'est à 2 degrés. Cette opération, là, on parle alors, donc ça veut dire que ça entraîne un problème dans la formulation de la vitesse. Hein. Donc c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, on va passer rapidement là-dessus. Alors donc, le temps et l'espace ne seraient pas des constantes comme on le croyait hein, depuis des millénaires. 1 mètre ne mesurerait pas toujours 1 mètre, hein, c'est dans le cas de l'expérience. Et de la même manière, une seconde ne mesurerait pas toujours une seconde. Donc, bon, maintenant, il faut s'imaginer à l'époque, quand lui, il a sorti ça, parce que, bon, moi, j'ai pris quelque chose de très dilué, hein, pour qu'on comprenne bien, mais comment il y a toute une partie mathématique, hein, ça a été fait tout avec une partie mathématique. Maxwell, il avait repris les travaux de Maxwell, qui étaient très importants, et puis Poincaré à l'époque, hein, et donc on sait forcément que tout ça, mais il faut s'imaginer, pour les gens en 1905, hein, aller dans la rue et puis dire 1 mètre ça ne mesure pas 1 mètre, et une seconde ça ne mesure pas une seconde. Hein. Et là, le gars il finissait tranquille. Voilà.
Alors, donc ça a posé un gros problème. C'était plus de temps, c'était 8 ans. Alors à tel point, hein, donc là je suis dans des repères galiléens différents. Hein. Je suis dans le repère bateau par rapport à la plage. Hein. Tout à l'heure, quand j'avais mon dessin avec la lumière, hein, c'est pas le marin qui était sur le bateau faisait partie du système galiléen du bateau, hein, du référentiel bateau plus exactement. Et puis le gars qui est sur la plage, lui, il a un autre référentiel, hein, qui est le référentiel de la plage, qui est, qu'on va, pour la petite histoire, imaginer fixe, qui n'est pas fixe, parce qu'il se déplace à 30 km/s la vitesse de la Terre, qui elle se déplace par rapport au Soleil, enfin elle a une rotation de 30 km/s, elle a une rotation par rapport au Soleil, le Soleil lui a une rotation par rapport à la galaxie, et la galaxie a une rotation par rapport à l'ensemble des galaxies, je ne sais plus le terme exact, les groupes de galaxies qui eux ont une rotation alors on monte et après on part dans des considérations où on dit il y a un attracteur étrange qu'on ne voit pas et il y a encore une rotation par rapport à ça. Alors des repères, des référentiels, on en a des tas qui sont enchevêtrés. Hein. Alors, mais donc maintenant, si par rapport à ça, j'ai un observateur sur la plage qui observerait le bateau, et donc si le bateau se déplace à 30 km/s, hein, c'est le cas du voilà, je vais voilà. J'en suis là. Alors si le bateau se déplace à 30 km/s, hein, attention c'est des km/s, hein, donc ça fait ça trace déjà, hein, et que le marin qui est sur le bateau, lui passe 1 heure sur le bateau à prendre son repas. Pour le gars qui est sur la plage ou la vache, comme vous préférez, qui regarde le bateau, pour lui, s'il mesure son repas, il aura l'impression qu'il a duré 1 heure et 18 centièmes de millionième de seconde. Bon, c'est pas très perceptible, hein. Il faut déjà avoir une bonne montre, une bonne montre chrono, hein, parce que c'est là, si vous voulez, on est en millions de secondes. Hein. Si je prends 1 seconde et puis je la divise en millions, ça fait quand même, ça en fait 18, hein, mais ça fait quand même pas grand chose de perceptible. Hein. Donc ce qui veut dire que nous, tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on ne peut absolument pas voir ce type de phénomène. Hein. D'ailleurs, on a passé plus de 2000 ans, ça n'a pas gêné personne, personne n'a rien vu. Bon, maintenant, si je remonte la vitesse de 10 km, je gagne quand même 2 zéros. Donc ça commence à soir un peu. 100 km à 100 000 km/s, là, j'ai une différence de 3 minutes. Donc, on commence à voir une différence. Bon, sachant qu'on est quand même à 1/3 de la vitesse de la lumière, hein, 300 000, 100 000. Hein, donc, et là, je multiplie. Bon, je ne vais pas prendre tous les exemples. Si celui-ci est intéressant, parce qu'on le trouve souvent dans des bouquins de vulgarisation, à 260 km/s, donc on est 40 000 km/s en dessous de la vitesse de la lumière. Là, on a doublé le temps du repas. C'est-à-dire, le gars qui est sur la plage voit le marin, son repas, pour lui, il va chronométrer son repas et il va dire il a duré 2 heures. Il a mangé pendant 2 heures. Par contre, pour le marin, lui, qu'il soit dans n'importe quel cas, ça dure toujours 1 heure. Je veux dire, d'ailleurs, le gars qui est sur la plage, qui se met à manger, pour lui, ça durera 1 heure. Par contre, c'est le marin qui dira ah ben, le gars de la plage, ça a duré 2 heures. Parce que lui, d'ailleurs, ça rebondit un petit peu sur ta question du départ, je veux dire, le phénomène est le même. Le bateau se déplace à 260 000 km/s, mais le marin, lui, se déplace le marin se déplace aussi, enfin, le gars qui est sous la plage se déplace aussi à 260 000. Hein, si vous avez si vous roulez en vélo à 4 km/h,
vous déplacez à 4 km/h par rapport à la route. Par contre, le poteau que vous croisez, lui, il avait une vitesse de 4 km/h au moment où vous l'avez croisé, en considérant que vous étiez à l'arrêt, même si vous êtes à 4 km/h. Bon, là, je ne sais pas si je m'exprime bien, et si c'est compréhensible. Ta mesure là, c'est un truc de patron. Comment? C'est un truc de patron. Ben, parce que si tu te mets à la place du marin, toi, tu as l'impression d'avoir fait ta pause pendant 1 heure, alors que le patron qui est dans son bureau, il va dire que vous avez glandé pendant 2 heures. C'est pour ça que je vais m'occuper du patron demain, moi. Si tu parler de relativité. C'est tout à fait ça. C'est pareil pour les codes de feuilles. C'est pour ça, oui, c'est pour ça que je lui dis, tu viens dans le bureau maintenant, puis tu as avec qui te tient. Si tu travailles à l'Alstom, et puis tu travailles aux turbines gaz, et puis tu es dans la fosse à essai, où il faut tourner à une vitesse de je ne sais pas combien de rotative, là effectivement tu seras jugé. Mais il faut que tu tournes par rapport à ton patron. Oui, bah, il essaie bien de nous faire tourner en route. Mais là, c'est le truc parfait. Là, tu vois. Voilà, donc, bon, en fin de compte, le tableau, là, je ne l'ai pas très bien fait. Parce que vers la fin, si vous voulez, là, on est quasiment à la vitesse de la lumière, à 298 000 km/s. Il manque très peu pour être à 300 000. Par contre, de 298 à 300 000, ça va devenir exponentiel. Là, on va tendre vers l'infini. Hein. Donc, par exemple, à 298 500 km/s, on sera peut-être plus à 9 heures, mais on sera quasiment à 200 heures. Après, à 1000 heures. Hein. Donc, il faut s'imaginer, hein, pour le gars qui serait dans une fusée, qui se déplacerait à 299 000 km/s, et qui vous regarderait vous sur la terre en train de manger, il aurait l'impression que votre repas dure 10 000 heures. C'est 10 000 heures. Il revient sur terre, lui il est plus jeune que celui qui a... Oui, ça c'est l'angevin. Bon, ça, c'est vrai que j'en parle si on fait la relativité générale, parce que là, il y a 2 notions un peu fausses, donc c'est un peu... mais effectivement, c'est deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre et puis il y en a un qui repart dans l'espace à la vitesse justement de 260 000 km/s, je crois que c'est l'exemple qu'il prend. Et donc lui il part pendant 2 ans. Et quand il revient, son frère il a 90 ans je crois, et lui il a 20 ans. Parce qu'il est parti à 18 ans, il est parti à 20 ans et il revient il a 22 ans. Je ne me rappelle plus, mais... Il y a plusieurs expériences comme ça. Ils n'ont pas fait que des horloges atomiques, leur expérience? Si, je l'ai montré, l'expérience atomique. Tout à fait. Ah, bon, 2 horloges, voilà. Elle est pareille, voilà. Une qui part dans l'espace pendant 1 heure, voilà. Une qui reste sur Terre, et quand on revient, oh merde. En admettant que le centre de la galaxie, maintenant c'est pas en même temps, parce que la théorie est vieille, mais que le centre de la galaxie c'est un trou noir, et qu'on veuille se rapprocher quasiment à la vitesse de la lumière de ce trou noir. C'est pas très loin le centre de la galaxie, donc on ira très vite vers ce trou noir. On fera 2, pourquoi 2 tours, mais je ne sais pas les calculs étaient comme ça, on fera 2 tours du trou noir et on revient sur Terre quasiment à la vitesse de la lumière, après on est vers 290 000. Quand on arrivera sur Terre, ce sera 1000 ans plus tard. Et là, c'est la taille du étage. Alors que celui qui a voyagé va voyager environ 2 semaines. Oui, pour lui, ça change. Alors, c'est vrai que là-dedans, il faut bien comprendre que si on prend le gars qui a 299 km/s et que son repas, il vous voit et il voit que votre repas il dure 300 heures ou même 2 ans, ça dépend parce qu'après 1 kilomètre de plus va bouger. On est vraiment dans quelque chose de très exponentiel. Et donc, à partir de là, mais pour lui, le temps est toujours le même. Son cœur bat toujours à la même... bat pareil, l'impression du temps, le temps psychologique est le même, il n'y a aucun changement. Lui, c'est ce qu'il voit. L'exemple qu'on peut quand même prendre, qui est pas mal, c'est si vous regardez un tableau, par exemple, si je regarde le tableau qui est au fond là-bas, les personnages qui sont devant sont gros, les personnages qui sont au fond sont petits, donc le gars vient enfin c'est une photo, donc on a forcément la perspective. Par contre le gars qui est au fond, je le vois petit, mais il est évident qu'il est aussi grand que celui qui est devant. Il n'est pas réellement petit.
Donc on peut faire un petit peu le même rapprochement dans la relativité restreinte, où on va dire c'est une perspective dynamique. Elle est dynamique parce qu'il y a des différences. Mais ça va même plus loin. Il y a eu des expériences de fait, je crois que c'est à Concorde. Ils ont mis 2 horloges. Voilà, ben là je l'ai montré. T'as pas entendu ce qu'a dit l'autre Philippe? Oui. J'ai une dizaine de lignes tout à l'heure. Alors, rappelle-lui qui te rappelle. rappelons. Alors là comment là c'est le même tableau, mais sauf que ça, parce que si vous voulez, on va faire une dilatation du temps et du temps et des vitesses. Hein. Donc là, et des durées. Hein. Donc là, c'est une dilatation des longueurs. Donc le marin qui lui est toujours sur son bateau à 30 km/s, quand il se déplace d'1 mètre, pour le gars qui le regarde depuis la plage, il a l'impression qu'il s'est déplacé de 0,999. Donc là, ça n'a pas d'incidence. Hein, donc c'est pour vous dire, nous on n'atteint jamais les vitesses de 30 km/s sur Terre, hein, parce que même la navette spatiale est loin d'atteindre ce type de vitesse. Donc on ne peut absolument pas être influencé par ce type de choses. Par contre, si je remonte, bon je passe assez vite, hein, parce qu'on est dans le même tableau que précédemment, donc je ne vais pas vous ennuyer avec ça. On va carrément aller à 298. À 268 déjà, voilà la moitié. Oui, voilà, donc c'est vrai que celle-là, c'est toujours intéressant de la citer, parce qu'à 260 000 km/s, donc quand le bateau se déplace d'1 mètre, la longueur correspondance pour le gars qui est sous la plage, elle est de la moitié d'1 mètre. Donc il y a une dilatation du temps. Donc dilatation, donc on a vu dilatation du temps et dilatation des longueurs mesurées. Donc ça veut dire on ne va plus parler quand on parle de la relativité restreinte, hein, mais bon, l'univers est fait comme ça, on va parler d'espace-temps. Si vous voulez, le temps n'a plus de signification sans l'espace, ou l'espace n'a pas de signification sans le temps. Vous êtes toujours obligé de dire l'espace-temps, d'où le terme l'espace-temps. Hein, parce que, je veux dire, les deux sont, on appelle le terme exact, c'est covariant, je crois, agissent d'une manière. Voilà. Mais il y a une application quand même ces phénomènes-là sont à prendre en compte dans certains cas. Il n'y en a qu'une vraiment connue technologiquement. Hein, c'est le GPS. C'est le GPS. Hein, il y en a qu'une. On tient compte de la différence de. Ah oui. Si tu fais le calcul. Pour calculer avec une telle précision le poids sur par un GPS. Si tu fais le calcul, tu as 1 km de décalage sans la relativité restreinte. Un satellite de GPS va à environ 10 km/s, et puis la distance, ça représente tout de suite 1000 mètres. Il l'a demandé, et là voilà. Comme Internet, hein, ça va plus d'être relié, ça va vite. Non, mais c'est excellent, il te fait la vie. Non, mais là, je suis relié relié sur Internet, s'il y a quelqu'un qui demande, il te construit le slide tout de suite. Là, c'est pas c'est bien là. Alors, non, c'est là, je suis désolé, c'est l'expérience des horloges embarquées. Alors, le problème quand même, quand on a fait cette expérience, hein, c'est Eiffel et Keating qui ont fait ça en 71, donc c'est pas très très vieux, hein, parce que, comme je vous disais, la relativité restreinte de 1905, personne n'a compris avant 1950-60, et en 1971, on commençait à avoir pas mal d'expériences. Alors, à cette époque-là, on possédait des horloges atomiques, parce que vous avez vu dans la première expérience, comme on ne peut pas aller suffisamment vite, hein, on n'atteint pas des vitesses, et c'est qu'à 30 km/s qu'on commence à avoir un petit peu une différence du temps, donc il n'y a aucune horloge qui permettait de le faire. Et ça, c'est ce que vous voyez à ce niveau-là. Ça, c'est une horloge atomique, qui permet de voir des différences. Et voilà, donc là on a laissé une horloge au sol, c'est celle-ci.
on a pris un avion qui tournait dans le sens inverse de la Terre, et donc un avion qui tournait dans l'autre sens. Et donc on a mesuré à un certain moment donné, en même temps, on a mesuré les temps obtenus. Et là, on a trouvé comme écart 3 milliards d'écart entre les deux voyages. Pour un avion, il y avait 3 milliards d'écart, donc 2 secondes. Donc je ne sais pas si vous imaginez une seconde, c'est court. Vous la divisez par 1000, ça fait des millièmes. Par 1 million, ça fait des millions, ça fait 6 zéros. Et par 1 milliard, ça fait 9 zéros. Donc c'est vraiment une division énorme. Et donc on trouvait que 3 milliards d'écart, et puis 273 milliards gemmes pour l'avion dans l'autre sens. Donc là, on a les deux vitesses cumulées, du fait qu'il y en a un qui va à contre-courant, et puis l'autre qui va dans la vitesse de la Terre. Voilà. Donc c'est une horloge au césium, je crois, mais c'est pas marqué. Non. Ah bon, c'est marqué? Ah oui, j'ai fait ça bien. Bon, pas de questions particulières par rapport à ça. Et donc, après, on a refait une expérience. Alors ça, c'est très récent, parce que ça date de quelques années. Je ne sais pas si vous connaissez le LHC, si vous avez déjà entendu parler. Donc ça, c'est à Genève. En dessous de la ville de Genève, on a construit un énorme tunnel qui ressemble un peu à un tunnel de métro. Et à l'intérieur de ce tunnel-là, vous avez un tuyau avec des électroaimants. Et dans ces tuyaux, donc l'ensemble de l'anneau fait 27 km. Et à partir de là, on va accélérer des particules, des hadrons. C'est un proton, donc c'est des particules lourdes, ça peut être des électrons. Et on va pouvoir mesurer des vitesses. Et donc il existe une particule un peu particulière, c'est les muons. Alors les muons, ce qu'elles ont de particulier, les muons, je ne trouve pas. Les muons, si vous voulez, ça ressemble à un électron, mais l'électron a une masse relativement légère et le muon a une masse importante. C'est la différence. Par rapport à ça, ils se comportent pareil. Et donc, on va mettre des muons et on va les accélérer à la vitesse de la lumière. Quasiment, c'est pour faire à la vitesse très proche, à des vitesses très proches. Et là, la durée de vie d'un muon, parce que là, la durée de vie, c'est un élément radioactif qui n'est pas stable. Donc, au bout de 2,2 microsecondes, il se transforme, et puis il explose en énergie bêta. Et donc, le fait qu'il soit à cette vitesse-là, on arrive à augmenter sa vie. Donc, je crois que j'ai peut-être les chiffres sur la prochaine diapo. Non, je n'ai pas les chiffres. Donc, je crois que c'est 6 microsecondes. Enfin, pour vous dire, on arrive à doubler sa durée de vie. Donc, le muon, lui, il ne le sait pas. C'est pas quelqu'un d'intelligent, forcément, c'est une particule. Mais quand je dis dans le référentiel muon, parce que maintenant vous savez ce que c'est un référentiel, dans le référentiel muon, il a l'impression de vivre 2,2 secondes. Par contre, pour nous qui sommes en dehors de l'anneau, donc nous on ne tourne pas à la vitesse de pratiquement 300 000 km/s, pour nous, on l'a vu vivre le double. Alors, on joue pas mieux. Voilà, donc ça c'est ça d'ailleurs vous pouvez aller le visiter, il y a des visites des fois. Donc là on voit l'anneau qui fait 27 km. D'ailleurs à un moment donné, ils voulaient refaire recréer des micro-trous noirs. Je sais pas, vous avez entendu ça, il y avait des physiciens qui disaient ça va créer. Bon, on n'a pas tellement su, il y en a qui disent qu'ils l'ont quand même fait, il y en a qui étaient opposés. Sur quelques centaines d'atomes. Ouais, avec quelques centaines d'atomes, ils l'ont fait. Et c'est là qu'ils ont mis en évidence ce qui manquait à Einstein, le deuxième boson.
Ah oui, les bosons de Higgs. Enfin, là, ils disent qu'ils devraient le mettre en évidence, mais ça ne Si, pas ouais, fait. mais Bon, apparemment, c'est fait, ça a demandé à être confirmé, mais ça a été fait. voilà, mais la confirmation, elle n'est pas évidente. La théorie du boson de Higgs, Oui, c'est viendrait totalement confirmer ce que dit Armstrong. oui, c'est vrai que... C'est la particule qui manque pour passer La particule de Dieu. de l'énergie à la matière. Oui, voilà, Et c'est donc, d'ailleurs... ce qui passe de l'énergie à la matière, ce serait la vitesse. Voilà, ben c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la particule de Dieu. Hein. Ça Des fait fois, les particule de scientifiques Higgs. critiquent quand on utilise des termes comme ça, mais c'est eux Higgs qui a eu le prix Nobel il y a 30 ans. Donc là, on voit le tunnel. Hein. On voit comment. Donc là, vous pouvez vous déplacer en vélo, hein, parce que si vous voulez pour l'entretien, il y a quand même 27 km. Hein. Donc on se déplace en vélo, où il y a des petits chariots spéciaux électriques. Et puis là, on voit le tunnel avec des... Alors il y a un endroit où on peut relever les vitesses, et puis vous avez un endroit où on va relever qu'est-ce qui se passe. Alors on va mettre par exemple deux protons qui se collisionnent à pratiquement 300 000 km/s. Et donc quand ils se cassent en morceaux, on va étudier. Donc c'est ce que vous avez sur ici. Hein. Donc ils se cassent en morceaux, et là on va retrouver d'autres particules. Cassées, hein, c'est comme si vous prenez n'importe quelle boîte et puis vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, ben vous prenez un marteau et vous le tapez dessus, sauf que là c'est des particules insécables, hein, donc c'est pas évident. Je termine avec l'histoire du GPS. Hein. Bon, le GPS que tout le monde connaît, hein, où on a des positions qui sont renvoyées sur la Terre, mais bon, ça c'est pas un très bon exemple de la relativité restreinte, parce que dans le GPS, il y a la relativité restreinte qui rentre en compte, du fait que il y a l'histoire du temps qui va jouer, mais vous avez aussi la relativité générale, parce qu'ils sont soumis à la gravité. Donc le GPS est quelque chose de très complexe. Hein. Il y a énormément d'informatique, la relativité restreinte, relativité générale. Et mathématiquement, c'est très très élaboré. Donc c'est pas un exemple pur de... Mais c'est quand même tout le monde dans la poche et puis voilà. Et donc aujourd'hui, c'est également la seule application technologique. Hein, parce qu'aujourd'hui, on peut inventer les choses. Elles peuvent ne jamais sortir du laboratoire. Hein. C'est un peu le cas de la relativité. Donc aujourd'hui, c'est la seule application qu'on connaît qui est vendue technologiquement. Hein. Autrement, les autres, il y a énormément d'applications, hein, mais en laboratoire, même dans le milieu médical, dans tous les milieux de pointe. Hein, mais voilà donc pour... Donc après la relativité restreinte, que tu nous fasses la relativité générale. Voilà. Alors j'ai encore une petite vidéo, mais là ça risque d'être pénible, si vous voulez que je vous la mette, qui explique une autre manière d'expliquer l'exemple du marin, mais avec une petite fusée. Parce que dans 10 minutes, quelqu'un va nous attendre. D'accord, bon on va abandonner parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps, mais bon. C'est inintéressant. C'est une qui est passée sur... Ah, mais tu vois, et tu nous l'as fait la prochaine fois. Non, c'est une petite vidéo que j'ai trafiquée, j'ai pris que la partie... Tu nous l'as fait la prochaine fois. Ouais, non, mais c'est pas très grave. Hein. Si. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça... Ça s'écrit comment? M-U-O-N-S. Oh, moi j'avais mis un H. Il n'y a pas de H. Ça c'est avant. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est Mais ça vient de U parce que... c'est que tu fasses ton article là-dessus. Oui, c'est de micro et avant de travailler, là c'est compliqué. Qui te simplifie un peu ton article. Ah oui, ça vient de... Le continent. Voilà, donc là, c'est la fin. Bon, si vous avez des questions que je peux répondre, là, parce que je ne suis pas un spécialiste. Donc par contre, bon, donc là, je termine quand même en disant que Albert Einstein est certainement le scientifique le plus célèbre de la planète, hein, donc par rapport à ses travaux sur la relativité restreinte générale. Donc bon, finalement, la générale sera peut-être plus simple à expliquer, parce que la restreinte, c'est un peu... il y a des notions d'espace-temps qui ne sont pas forcément évidentes. Dans la générale, mais comme elles sont acquises. Voilà, donc
Bon, je trouve peut-être plus ça, mais bon, c'est difficile d'expliquer la générale sans comprendre la restreinte, hein, c'est quand même les bases. Voilà. Hein. Donc, et donc à l'époque, ah oui, il a redonné une impulsion à la physique. Hein. Si vous voulez, dans la physique, il n'y a plus rien qui fonctionnait avec Poincaré, hein, qui avait parlé de beaucoup de problèmes. Hein. Donc déjà, le fait qu'il se battait entre la lumière, est-ce que c'est comment une onde, est-ce que c'est des particules, cette histoire d'éther que mathématiquement on ne pouvait pas expliquer, comment Maxwell dans ses équations avait enlevé l'éther et les équations fonctionnaient bien sans l'éther, mais bon, c'était une hérésie à l'époque de l'enlever. Donc tout ça piétinait, chacun sortait son truc, et à chaque fois on n'avait pas quelque chose qui fonctionnait très bien. Et donc à partir de là, bon, ben, la science est repartie sur d'autres bases. Quand je dis la science, la physique, hein. Et donc ça a remis, hein, c'est pour ça qu'on dit à ce niveau-là que ça avait donné une nécessaire impulsion à la physique qui se trouvait dans une impasse au début du siècle dernier, donc en 1905. Voilà, c'est la fin. Ça s'écrit comment orthonomie? Orthonomie? Non, le système orthonomie. Comme orthographe. Ah, ça vient du mot. Ouais, ça veut dire ça vient de métrique et ortho qui veut dire droit. L'orthographe, ça veut dire droit. Ça vient de orthonomie. J'aurais été bon en orthographe, j'aurais été En latin. D'accord. Tu te tenais mal, quoi. Je me suis toujours tenu mal. Faire de l'orthographe, c'est écrit droit. Moi, c'était plutôt la théorie du chaos. Et comment orthonomie, c'est mesurer droit. Ah, d'accord. Ok, merci. Eh bien, dis donc. C'est bien intéressant. Et l'orthographe, Voilà, c'est entendre que d'un côté. Oh, photo. Orthopédie, c'est faire marcher droit. Et tu prends le conférencier ce soir. Ah, ben oui, en plus. Hein. Tout seul comme un Ah. vrai. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'était pas mal. Alors, bon, ça, c'est les sujets que je vous ai mis qu'éventuellement, si je le sais d'avance, je peux faire. Enfin, faire dans le sens où. Non, mais c'est toi là. Ouais, c'est moi là, avec mes lunettes. Non, avec la cravate, non, ça risque pas. Ah, c'est pas moi, en fait. Alors, ouais, donc bon, ça c'est ce qu'on a fait ce soir, la relativité générale. Éventuellement, donc ça peut faire. Alors, justement, peut-être que ça serait peut-être intéressant. Tu sais, la dernière séance qu'on avait prévue en décembre, où on ne savait pas trop, on devait faire les deux, pas les deux. Éventuellement, je peux faire la relativité générale, si ça vous intéresse. Ouais, comme ça ne serait pas trop loin. Après, il y a le Big Bang, ça c'est intéressant. Alors, avant et après le mur de Planck. Alors, là, c'est délicat de passer de l'autre côté du mur de Planck. Mais c'est la théorie des... Les bulles théories. Enfin, c'est pas vraiment une théorie, mais bon, pourquoi pas. Et puis l'autre, c'est pourquoi sommes-nous seuls dans l'univers. Ça, c'est bon, ça, c'est un titre un petit peu agressif. Hein. Mais bon, il faut toujours pas avoir des titres agressifs, hein, pour faire de la com. Parce qu'on n'a pas trouvé complexe, voilà. Voilà. Là, c'était la théorie que tu dois connaître. Dans le départ connu coupable. Oui, c'était c'est la théorie de Fermi. Mais là, il y a mon bonhomme qui gêne quelque part. Ben, dans ma conférence de juin, je montrerai que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ah, ben toi, ça serait intéressant d'avoir les deux points de vue. Ouais. Moi, c'est la Bon, théorie. il y en a qui disent qu'on n'est pas seul. Bon, il faudrait que relater les avis de certaines personnes. Avec tout ce qu'il y a déjà, justement, en ethno-astronomie. Ça, là, comment? C'est la théorie pas de... comment est-ce que ça peut être fait, quoi. Moi, c'est la théorie de Fermi, je développe. Je sais pas si tu connais Fermi. Quand il y a une théorie, hein, donc c'est pour ça que dans l'exposé là, je parle de Fermi, et puis du calendrier cosmique, et puis des voyages intergalactiques, où là on voit que ça colle pas. Mais attention, ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est une théorie qui permet de bousculer un peu les choses, mais c'est intéressant. Et puis Lucas, l'astre universel commun, je ne sais pas si vous connaissez ça.
Donc ça, c'est celle que je devais faire Lucas. C'est celle que c'est celle que je devais faire en décembre. Donc Lucas, c'est le comment si on repart en arrière, hein, nous on était des comment on était des comment des alibis, pas néandertal normalement, mais peu importe, des grands singes, puis on revient en arrière comme ça. Et quand tu reviens en arrière, il y a un moment donné, donc on était des dinosaures, on était des batriciens, on était des poissons, on était des bactéries, et puis on va remonter à la première cellule. Et en science, c'est cette première cellule qu'on appelle de l'eau. On a tous cette cellule commune. Si on... donc voilà, ça traduit la première. J'ai envoyé ça il y a 1000 ans. Le chat de Schrödinger. Donc ils ont envoyé ça il y a 110 000 ans. Donc c'est arrivé sur Terre. Donc la prochaine, c'est quoi la prochaine conférence? C'est Philippe avec... Tu vois, les gens de captage... Philippe Montpellier, la Philippe. C'est tellement cool que c'est probablement, on ne peut pas... Vous pouvez me regarder un petit coup. Il y a quelqu'un de l'histoire. Ah, les amis. On envoie un message, il sera incapable de... Oui, pas mal. Allez, hop, je reprends. Avec le grand, avec le gros. Avec le 9, ouais. Je peux vous monter comme celle-là, de petite vidéo qui est 2 secondes. Ouais, 2 secondes, parce que là, il va falloir regarder la peau, elle doit attendre en bas. C'est certainement ça le plus... De 2 secondes. Donc là, on voit par exemple, c'est la Terre qui envoie un laser sur la Lune. Donc il met une certaine... Donc ça, c'est une expérience déjà plus juste. Donc le laser met un certain temps pour aller et revenir, qui est une vitesse constante, on l'a vu, de la lumière. Hein. Donc là, on a la Lune qui se déplace autour de la Terre. Voilà. Et là, on va avoir un petit cosmonaute, enfin, une petite fusée qui va apparaître dans quelques instants. Voilà. Ah, ça y est. Le venir. Sauf que je... Voilà ma fusée qui apparaît, mais je raccourcis un petit peu là. Voilà, vous la voyez la fusée là qui apparaît. Et donc le gars qui aborde la fusée va avoir le rayon laser qui fait ça, forcément. Par contre le gars qui est sous la terre, lui il voit le rayon qui est tout droit, parce qu'il envoie un rayon, il le voit tout droit. Mais le gars à bord de la fusée actuellement, il voit le rayon qui se déplace en zigzag. Enfin, il voit la diagonale qu'on voit là. Donc, en dernier, bon là je vais sauter à un moment. Voilà, donc si à partir de là, je compare ce que voit le terrien, c'est le premier trait, hein, c'est celui-là. J'ai pris le stylo. Voilà, le terrien, lui, il voit ça. Hein. Et puis le gars qui est dans la navette spatiale, il voit ça. Donc, sachant que la lumière va toujours à la même vitesse, ça veut dire que pour le gars qui était dans la navette spatiale, la lumière possédait plus de temps. Bah, c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Si les autres n'ont pas aimé, moi j'ai bien aimé.